2009, je reprends la boîte qui est en redressement judiciaire. On fait 400 000 euros de chiffre. On n'a que des dettes. Personne ne m'a jamais dit quoi faire. J'ai jamais eu de patron, hormis ma mère pendant un temps très court. Aujourd'hui, le marché en France, c'est plusieurs milliards d'euros et nous, on fait 30 millions. Alors, je dis souvent que j'ai de la chance dans la malchance de l'époque. Reprendre une boîte en difficulté, quand on te la transmet, en fait, tu peux que faire mieux. Je vais voir cette personne, je lui dis Véro, on a un projet et on va devenir les numéros 1 français dans les 10 prochaines années. Et cette tarée me dit ok, j'arrive. Alors là, on parle d'IA depuis 2 ans. C'est probablement une des transformations les plus majeures à laquelle j'ai assisté. C'est une illusion de penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Est-ce que on peut dire qu'on va parler de monnaie? On me l'a fait beaucoup celle-là. Ou alors on fait une autre intro? Ouais, c'est toi qui vois. Allez, on valide Julien, c'est pas grave. Bon, comment ça va? Ça va super bien, je suis ravi d'être là. Merci Yacine. On est où? Parce que là j'avais été enclenché, mais il y a une autre anecdote assez folle. Ah, c'est assez incroyable, c'est qu'on est au 160 rue Montmartre et que j'ai vécu là pendant 5 ou 6 ans puisque j'avais un appartement de fonction au 5e étage de cet immeuble. D'où t'avais un appartement de fonction? Et parce que mon bureau est à l'angle de la rue et que pendant une bonne dizaine d'années, je passais 2 à 3 jours par semaine à Paris, puisque moi, à la base, je suis originaire de Lyon. On ne parlera pas de foot, mais bon. Si tu veux, on peut. Ça va, Tolisso, toujours pas sélectionné en équipe de France? Non, par contre, on est premier ex-aequo du championnat en ce moment, donc... Ah, dit-il, ça fait 2 mois, tu sais. Ouais, bon, bref, c'est pas très grave, on va remettre les termes. Julien, j'aimerais savoir... C'est assez drôle, enfin je veux le dire déjà, on va parler d'héritage, de transmission, mais est-ce que tu te considères entrepreneur? Est-ce que tu te considères repreneur? Et à quel moment tu as accepté l'un des deux titres? Alors, je me considère profondément entrepreneur. C'est vraiment un truc qui m'anime depuis toujours, même si j'ai commencé par reprendre une société. Ensuite, j'en ai créé d'autres et puis j'en ai aussi repris d'autres dans des contextes plus ou moins favorables. Mais ce qui constitue le parcours, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'anime. Tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui et ensuite on va refaire tout un tour dans ta tête et essayer en 1 heure de prendre les moments marquants qui t'ont permis en tout cas d'entreprendre et qu'on se parle aujourd'hui. Je le dis et je le répète, mais mes invités ont fait 99 fois plus que moi. Donc moi je suis à 1 et j'essaye d'atteindre votre niveau. Raconte qu'est-ce que Citadel ou Monnaie, je ne sais plus. Alors Citadel, c'est un groupe qui rassemble 7 filiales dont Monnaie. Aujourd'hui, c'est une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 22 ou 23 millions d'euros de marge brute, 220 collaborateurs répartis dans 5 bureaux. Et puis, depuis peu, on communique aussi sur le nombre d'agents IA qui assistent nos équipes. Et donc, on a une 60aine d'agents qui viennent travailler avec nos équipes. C'est quoi tous votre les jours. spécialité ou votre positionnement dans ce marché? Alors, notre positionnement, il est de plus en plus affûté. Au départ, on était un groupe de communication. Aujourd'hui, on veut être un groupe de marketing, communication et technologie qui accompagne les grandes marques dans leur transformation, qu'elles soient encore une fois marketing, communication ou digital. Es-tu un expert en marketing ou en communication? T'as fait des études dans ça ou pas? J'ai fait des études dans ça. Ok. J'ai fait une maîtrise en sciences de la communication à la fac. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins expert que mes équipes dans ces sujets-là. Moi, je suis l'entrepreneur derrière qui construit un groupe et qui recrute et m'entoure des meilleurs pour accompagner mes clients de la meilleure manière possible. Et mon job, je le dis souvent, c'est de créer une offre qui soit up-to-date pour mes clients et de trouver les meilleurs talents pour déployer cette offre et accompagner les marques et les entreprises qui nous font confiance. Et il y en a pas mal, je crois pouvoir dire. On va revenir à la genèse de tout ça. L'entrepreneuriat, ça arrive quand? Et surtout, ce mot entrepreneuriat, bon, je vais peut-être pas te demander quand est-ce que tu l'as entendu la première fois, mais à quel moment dans ta vie tu as mis ça dans ton chemin? Tu t'es dit ce sera un objectif? Alors, pour le coup, il est arrivé par pure opportunité, même si j'ai baigné dedans, puisque ma mère était entrepreneuse et qu'elle a créé son agence en 1986. Je vous raconterai ça après. J'ai le droit de dire que j'étais pas né ou... Ouais, t'as le droit. Ah, j'étais pas... Moi, j'avais 4 ans, tu vois.
Ah, ça va, t'es pas si âgé que ça par rapport à moi, si âgé. Mais pardon, tu disais. Et en fait, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat sans trop m'en rendre compte, en fait. J'étais parfois, les bureaux de l'agence étaient mitoyens de mon appartement, donc je traversais les bureaux pour rentrer de l'école et j'ai toujours en fait baigné dans cet esprit-là. Mais j'ai jamais, étant jeune, voulu être entrepreneur. En fait, ça m'est arrivé de manière assez inopinée. Je finis mes études. Ma mère entrepreneuse me dit « Julien, plutôt que de rien faire, viens me donner un coup de main parce qu'il y a du boulot à l'agence et on n'est pas en très bonne posture. » Pourquoi de rien faire? Tu galérais à trouver un CDI à ce moment-là? Non, je venais de terminer. Vraiment, le jour où j'ai été diplômé, le lendemain, elle me dit « Bon, on était en juin du coup. » Elle me dit « Plutôt que de rien faire pendant l'été, viens à l'agence, j'ai un coup de jus, il faut que tu m'aides. » Donc à la base, c'était juste 2 mois quoi? Ou oui, un mois peut-être? Un mois même. Ok, trop cool. Ok. Et en fait, je rentre à l'agence. Elle me donne tous les pires trucs à faire. À l'époque, on faisait que des RP, donc c'était des revues de presse, je me rappelle, pour un client qui s'appelait Eco-Emballage, qu'on devait trier par département. Et puis plein d'autres trucs pas très agréables. Mais je me rends compte de 2 choses. D'une part, que la boîte est pas en super état. Et d'autre part, que le métier historique va être impacté par le digital. Okay. Et en fait, je passe le mois de juillet comme ça, je pars en vacances au mois d'août, et puis je reviens de vacances et je lui dis, en fait, si ça te va, je termine l'année et je reviens à l'agence de septembre jusqu'à décembre, mais en parallèle, je trouve un job. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et j'en suis jamais parti. Entre autres parce qu'à l'époque, elle avait vendu son agence à une agence de publicité parisienne. Et que il y a le dirigeant de cette agence qui m'a un peu pris sous son aile en me disant « Écoute Julien, si tu as envie de rester, reste. Je vais t'apprendre les codes du métier et je pense que tu as plein d'atouts pour reprendre cette boîte-là. » Et très vite, il me met au travail et notamment, il m'apprend les rouages du commerce et du développement du newbies. Et ça me plaît beaucoup. Et ça a été pendant 10 ou 12 ans mes attributs de faire du newbies. J'avais vraiment cette casquette-là. Même en étant président de l'agence Monet, je m'occupais du newbies. Donc newbies, lancer tes nouvelles filiales, etc. Après ça. Ok, on va en parler. Juste, tu as dit un truc qui m'interpelle depuis tout à l'heure. Je sais pas comment tu l'as dit, je sais pas si c'est l'état d'esprit ou enfin, le mindset, etc. Moi, je veux comprendre qu'est-ce que tu voyais de ta mère entrepreneuse ou entrepreneur avec un E quand tu étais petit. Donc là, tu parles des discussions peut-être à table, tu parles aussi du fait que tu traverses, enfin, tu disais que le bureau était mitoyen avec votre appart ou votre maison, je ne sais pas, mais c'est quoi que tu captais de positif que tu vois aujourd'hui? Et à l'inverse, c'est quoi qui a fait peut-être que tu as repoussé l'entrepreneuriat plus jeune? Alors, je commence par le négatif, si tu veux bien, comme ça on finit sur une note positive. Ça me va très bien. Je sais que tu aimes bien ça en plus. En fait, ce que j'ai vu de négatif plutôt sur la fin d'ailleurs, donc quand j'avais entre 14 et 18 ans, où l'agence allait moins bien, je ressentais du stress quand même. Parce que d'une part, c'était une femme, elle m'a élevé seule, et que les fins de mois, il fallait les payer, les salaires, le sien, et pour assurer notre vie quotidienne. Donc je sentais quand même une fragilité et un stress lié à cette activité d'entrepreneur. Peut-être que c'est ça du coup qui m'a pas donné envie d'y aller tout de suite. À côté de ça, je voyais des trucs tellement positifs, et notamment ma mère est une personne extrêmement libre. Et ça, je crois que c'est un truc qui me caractérise aussi, c'est que en fait, personne ne m'a jamais dit quoi faire. J'ai jamais eu de patron, hormis ma mère pendant un temps très court, puisqu'elle m'a très vite passé la main. On pourra y revenir si tu veux en termes de transmission. On va en reparler, clairement. Mais je crois que la liberté est clairement, pour moi, la qualité la plus importante quand on choisit d'être entrepreneur. Même si on a un tas de contraintes, je fais ce que je veux, quoi. Et dans ce cas-là, je peux être que d'accord avec la liberté, et en même temps, peut-être qu'on en reparlera, mais je trouve que trop de liberté ou pas de cadre, ça peut être terrifiant, tu vois, d'avoir le champ des possibles et de ne pas savoir où aller. J'aimerais comprendre, en revanche, on l'a bien compris, ta mère t'a juste proposé un mois et t'as pris le virus au fur et à mesure. Ouais. Pourquoi tu voulais pas être entrepreneur dans ce cas-là, si cette liberté, ou dans ce cas-là, la liberté, tu comptais la choper dans quoi? Ouais, en fait, c'est une bonne question parce que je me suis jamais dit je ne veux pas être entrepreneur, jamais. Je me suis juste dit que ça faisait pas partie de l'équation et des solutions possibles. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Okay. Et en revanche, quand je suis rentré dans cette boîte et que j'ai commencé à me prendre au jeu, très vite, il fallait que je sois le patron. Et en fait, le contexte de l'époque, une boîte un peu en difficulté, des choses à renouveler, une vision nouvelle à apporter,
et une maman à la tête de l'entreprise et non pas un papa. Et ça, je pense que dans la transmission, c'est hyper important parce que je pense qu'avec le papa, tu peux vite rentrer en concours de quéquette et il y a une sorte d'ego qui vient se mettre au milieu. Et je pense que le père a beaucoup plus de mal à transmettre parce que c'est un peu l'aveu de quelqu'un qui dit en gros, bon, bah ça y est, c'est plus moi, je pars à la retraite dans 5 ans et puis je passe la main. A contrario, ma mère l'a fait dans un naturel et une simplicité qui était incroyable. Et je pense qu'au contraire, une mère avec un fils, elle m'a propulsé. Et pour elle, c'était un accomplissement versus un papa pour qui ça peut être parfois plus compliqué. Donc et c'est assez rare finalement une transmission d'entreprise d'une mère à un fils. Il y en a beaucoup moins que d'un père à un fils ou d'un père à une fille. Et je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est magnifique, car juste avant de rentrer réellement dans la création, je voulais parler de l'héritage. Je voulais comprendre comment toi tu te sens. Alors tu parles de relation avec ta mère versus si ça avait été un père. J'imagine que chacun peut s'identifier, ça peut être la mère transposée dans le père, etc. La question que je me pose dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand ta maman te demande de bosser avec? Et surtout, est-ce que cette responsabilité, visiblement, n'a pas été un frein, mais est-ce que ça n'a pas été un moteur? Alors, je dis souvent que j'ai de la chance dans la malchance de l'époque. Reprendre une boîte en difficulté, quand on te la transmet, en fait, tu peux que faire mieux. Et donc, t'as pas vraiment de pression de te dire « Oh là là, je vais planter la boîte de mon père, de ma mère ou de je ne sais ». Et donc ça, moi, je me suis toujours dit, de toute façon, au pire, vous alliez dans le mur, donc au pire, tu prendras le mur. Tu dirais qu'il n'y a pas de risque à ce moment-là? Il y a moins de risques. Et puis à l'époque, j'ai 27 ans. Ouais, tu le perçois peut-être pas, toi. En fait, je me dis juste, vas-y, fonce. Chaque jour, hein, les uns après les autres, travaille comme un fou et on verra ce que ça donne. Et vraiment, je suis pas du tout dans un contexte anxiogène à me dire, oh là là, si tu te plantes, c'est catastrophique. Jamais. Tu te poses la question de ce que pense ta maman à ce moment-là, de toi? Pas trop. Tu le fais pour la rendre fière ou même pas? Non, pas vraiment, je pense pas. Je pense que je le fais plus pour, entre guillemets, sauver l'héritage familial que pour la rendre fière. Et je pense que la fierté, elle est venue après de sa part. Et en fait, assez vite, ça a remarché. Et donc, assez vite, elle m'a encouragé en me disant « c'est bien ce que tu fais ». Et donc, ben, évidemment, ça te donne de l'énergie. Et puis, ça te donne aussi de l'énergie de voir que le marché t'encourage, qu'il y a des gens qui t'encouragent parce qu'ils regardent ce que tu fais et qu'ils se disent « tiens, c'est cool ». Et qu'il y a des marques qui te font confiance. Dis-moi si je me trompe. Ouais. J'imagine un gosse entre 6 et 10 ans. Ouais. T'as les parents qui vont lui faire en 4 ans plein de sport. Essaye, on verra si ça te plaît. Ouais. Et t'as l'autre parent qui lui dit « toi, tu dois être professionnel de foot ». Ouais. En gros, tu es en train de dire que c'est vraiment la première approche que ta mère a appliquée sur toi. Ouais, je pense, ouais. C'est genre, vas-y, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre et au pire, ça te fait une super expérience et puis tu iras trouver un job après où tu veux, tu vois. Et dans ce cas-là, tu as quand même utilisé, on parle d'héritage, mais on parle aussi avec cet adjectif familial. Ouais. Ça représentait quoi la famille pour toi en termes de... dans ta vie, quoi? Et en quoi Alors, tu pouvais hyper lier important. au pro? Ok. Hyper important. À quel niveau? On a un héritage familial qui est à moitié juif, donc ma mère a cette culture-là de la famille où oui, ma mère rassemblait tout le monde à Noël, mes demi-frères, mes grands-parents. Ça faisait partie d'une sorte de mission d'être un membre de la famille. En tout cas, toi, tu l'as pris comme ça, que aussi d'être capable de rassembler, de faire perdurer ce qu'elle a créé, peut-être. Ouais, je pense. Et puis, je suis à la fois fils unique de son côté, mais le grand frère du côté de mes demi-frères. Ok. Donc, il y a un côté un peu patriarcal qui est arrivé aussi en me disant, OK, il faut que je tienne la famille, quoi. Rentrons dans le pro, si ça doit. C'est quoi les... J'ai l'impression... Je pense pas que ça a été un long fleuve tranquille. C'est beaucoup mieux quand tu démarres en n'ayant pas d'anxiété ou voire de contraintes. Qu'est-ce que t'as kiffé au début? C'est quoi les trucs qui t'ont plu? Moi, ce qui me plaisait et ce qui me plaît toujours, c'est de gagner des clients. En fait, vraiment, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai vu arriver le digital et je me suis dit, OK, on fait des RP. Génial, c'est un super métier. Probablement que ce métier perdurera toujours parce qu'il y a un côté tiers de confiance, il y a un côté réassurance que toutes les marques viennent chercher. Mais ce métier-là, il va être impacté par Facebook, puisqu'à l'époque, on parle de Facebook, on est en 2011. C'est Facebook qui arrive, et par ce qui s'appelle les blogueurs qui vont devenir les influenceurs. Et ça, je comprends assez vite qu'il va y avoir un truc qui va se produire et qu'une agence RP ne pourra pas survivre à ça si elle évolue pas. Et donc, en 2011, on construit une offre,
où on va voir chacun de nos clients ou nos prospects en disant « Ok, on fait des RP, pas de problème, ça on en fait depuis 20 ans, on sait faire. » Mais on va en complément faire du social media et de l'influence. Okay. Et ça, mais tout de suite, ça nous fait décoller. Et la chance que j'ai, pardon, je termine juste, est-ce que je parle beaucoup, c'est relou, je sais. Putain, faut pas faire un podcast, quoi. Non, surtout vraiment, pas avec moi qui t'interrompt toutes les 30 secondes. Non, je rigole, vas-y, Julien, je t'en prie. Mais en fait, très vite, cette offre-là, elle paraît pas du tout innovante maintenant, mais à l'époque, il n'y a pas une agence RP en France qui propose ça. Et donc, quand on arrive en pitch, les annonceurs, ils disent « Ouah, putain, c'est cool ». Ils commencent à entendre parler de Facebook, ils commencent à entendre parler des influenceurs. Et ils voient une agence qui est up-to-date sur ce truc-là. Et du coup, on gagne des marques qu'on n'a jamais eues en portefeuille auparavant. Attends. Là, je t'interromps. Ouais. 2 choses. Est-ce que ton kiff, c'est de convaincre ou est-ce que c'est la monnaie? Ah non, alors, je prends encore le jeu de mots. Tu me diras combien de fois tu prévois de le faire, pas de problème. En cours de récré, je l'ai eu plein de fois et tout. Je suis rodé au truc. C'est bon. T'es aguerri. Je suis hyper aguerri. Et non, c'est convaincre, c'est ce sentiment que quelqu'un te fait confiance. C'est convaincre de gagner. Mais attends, et comment tu gagnes sur un marché qui, je considère, n'existe pas? C'est-à-dire que si tu arrives sur une offre et que tous les clients ne considèrent pas les réseaux sociaux à ce moment-là, ok, je comprends le challenge, mais ça a été accueilli comment? Bah en fait, au début, tu as plein de gens qui veulent te voir juste pour que tu leur expliques ce qui se passe, mais tu vends rien. Ok. Et puis à un moment, tu arrives à être suffisamment convaincant et tu as un client en face de toi qui est suffisamment aventurier pour se dire « Ok, je vais lui faire confiance ». Et puis tu testes, et puis tu te gaufres, et puis il y a un moment où tu fais une campagne où les gens se disent « Waouh, mais en fait ça marche ». Et puis ensuite, tu es visible sur ce sujet-là, et donc tu donnes envie. Et moi, ma mère m'a toujours dit « Il vaut mieux faire envie que pitié ». Et donc, tellement vrai. Parfois, évidemment, on en rajoutait des tonnes et que on n'était pas si bon qu'on le disait sur Facebook, sur les relations avec les influenceurs, etc. Mais en tout cas, on a mis le pied dedans et on est devenu bon à force de l'éprouver. J'allais te dire, il faut des premières victoires pour être en confiance. Ouais. En fait, tu dis que tu vends, mais tu doutes aussi parfois ou pas de la capacité à réussir ou à rejoindre ce que tu vends? Oui, alors en plus, comme beaucoup d'autodidactes, j'ai un petit syndrome de l'imposteur qui se gomme avec le temps. Mais au début, quand des grandes marques me faisaient confiance, j'étais content tout de suite, dans l'instant. Et après, je me disais, oh putain, wow. Va assumer. Il va falloir la sortir, la campagne, maintenant. Et du coup, j'ai toujours eu à cœur de satisfaire mes clients. Et j'ai cette responsabilité-là. Je peux pas m'endormir en ayant fait du mauvais boulot. Et je dis à mes enfants aujourd'hui, il y a un truc qui compte dans la vie, c'est le track record. C'est ce que tu laisses comme trace. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas une marque qui peut dire que je l'ai laissé dans la panade. Parfois, on a fait des campagnes qui n'ont pas marché, mais j'assume derrière. Et ça, c'est hyper important. C'est la réputation, tu dirais? Mais c'est que ça. Et ton travail, c'est un travail de réseau au final? Oui, de réseau et de réputation. Aujourd'hui, on ne fait plus de prospection sortante. Tout vient en entrant. Tout vient parce qu'on a laissé une trace à chaque fois qu'on est passé, parce qu'un directeur marketing ou même un chef de produit, il est devenu directeur marketing dans une autre boîte, il a un bon souvenir de nous, il nous appelle. Mais ça arrive, mais 10 fois par an. Tu te souviens, juste avant, c'est pour ça que tu disais c'est cool qu'on termine avec des choses positives, c'est parce que je parlais des galères que je vivais. Et in fine, je te disais qu'elles étaient liées à l'humain. Ton métier, ok, tu communiques, ok, il y a des nouveaux outils, il y a un support digital, on va en parler, il y a de l'IA. Mais ça reste de l'humain de A à Z, le réel succès de tes opérations? Mais évidemment. On est un métier de people. Qu'on le dise ou non, IA ou pas, en tout cas aujourd'hui et durant ces 15 dernières années, on est un métier de people. Et la seule réussite du groupe, on la doit aux personnes qui ont contribué à son succès. Et ma réussite, c'est de savoir très bien m'entourer et de détecter très vite qui est compatible avec notre mindset et qui a envie de s'engager suffisamment pour la réussite de nos clients. Et en fait, j'ai vraiment rien inventé. Je dis souvent, je suis pas un génie, j'essaie juste de comprendre ce qui fait la réussite de nos boîtes. Et encore une fois, c'est l'humain. En fait, mon job, c'est de m'entourer des meilleurs et de recruter les meilleurs, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans mon groupe et donc qu'ils restent le plus longtemps possible et donc qu'ils aient envie de bien servir mes clients. On va parler de recrutement et d'actionnariat, parce que c'est 2 sujets qui vont de pair, en tout cas selon moi, et on va en parler juste après. Je voulais juste mettre une mini parenthèse. Tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Tu as dit « j'essaye de le gommer ». Est-ce que sans le syndrome de l'imposteur, tu irais
tu aurais autant de plaisir à convaincre? Alors, c'est une très bonne question. J'en suis fier. Parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, il a un côté très positif. Déjà, il t'impose de fait une humilité et le fait de te remettre en question tout le temps. Et je parle d'un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui est la méthode Shoshin. C'est une méthode qui vient des arts martiaux japonais, qui dit qu'en fait, toute ta vie, tu dois te comporter comme un débutant. C'est-à-dire toujours avoir envie d'apprendre, toujours te remettre en question et toujours faire en sorte de faire mieux. Et ça, je crois que ça anime aussi mon parcours parce que c'est trop important d'avoir l'humilité nécessaire de te remettre en question. Et nous, on est des métiers, il n'y a pas une année où il n'y a pas une innovation qui sort. Alors là, on parle d'IA depuis 2 ans, c'est probablement une des transformations les plus majeures à laquelle j'ai assisté. Mais avant, on a accueilli les réseaux sociaux, on a accueilli les influenceurs, on a accueilli la publicité programmatique, on a accueilli la data. Donc en fait, si du moment où ça arrive, tu dis « Oh non, 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 ça, c'est bon, je sais faire ou j'en ai pas besoin », t'es mort. Tu prends du plaisir dans le changement. Je veux juste comprendre une chose. Vraiment. Putain, c'est pas fatigant par moment de devoir se dire que tout ce que tu as appris, en fait, c'est faux, hein, ce que je vais dire. Ouais. Tu sais pas à jeter à la poubelle. Mais il faut un peu repartir de zéro quand même, quoi. Ouais, mais je pense que je me fatiguerais plus vite si c'était pas le cas, en fait. Je pense que moi, en fait, ce qui m'anime, c'est justement cette conduite du changement. Et c'est quand l'IA arrive, ok, il y a l'IA qui arrive, comment on devient les champions de ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on met comme énergie et comme moyen pour devenir les champions de ce sujet-là? C'est ça mon sujet aujourd'hui. Avant de parler d'IA, on va switcher là-dessus parce que j'allais te dire, est-ce que tu peux réussir tout ça? Est-ce que tu peux avoir le syndrome de l'imposteur et douter? Et d'ailleurs, j'ai mis une parenthèse, on l'a pas mis, mais tu doutes certes, mais tu fais. Et c'est ce qui fait que justement, tu as des résultats. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu y arriverais seul? Non. Tu peux m'expliquer, s'entourer, à quel point c'était important? 2009, je reprends la boîte qui est en redressement judiciaire. On fait 400 000 euros de chiffre. On n'a que des dettes. La première décision que je prends, c'est d'aller chercher un salaire qui est 2 fois supérieur au mien et à celui de ma mère à l'époque, et de m'entourer de la meilleure en RP. La meilleure en RP à l'époque, elle s'appelle Véronique Bourgeois, elle est boss de la filiale RP de Publicis. Ok. Je vais voir cette personne. Véronique qui est encore mon associé aujourd'hui. Ah bon? Ah, ok, ouais, trop 15 ans plus tard. Magnifique. Je vais voir cette personne, je lui dis Véro, on a un projet, on va recréer une agence quasi from scratch et on va devenir les numéros 1 français dans les 10 prochaines années. Elle me regarde avec des grands yeux et cette tarée me dit ok, j'arrive. Elle lâche un poste hyper confort pour nous rejoindre. À l'époque, on est 3 dans un bureau au fond d'une cour, c'est vrai. Mais le syndrome de l'imposteur qui augmente encore. Et je peux même te rajouter qu'à l'époque, j'ai un chien qui s'appelle Théophile qui vient de fuguer et qu'on est en panique parce qu'on le cherche partout pendant l'entretien d'embauche de Véronique. Elle pourra te le raconter. Et donc, ce risque-là, je le prends alors que je ne dois pas le prendre, en fait. C'est démesuré comme recrutement. T'en parles à ta maman? Bien sûr. Et elle te conforte dans ce risque? Elle me dit, tu sais quoi? Si tu le sens, vas-y, parce que ça peut pas être pire. Mais c'est ça ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Incroyable. 2016, on est 25, donc on a scalé un peu la boîte, tout va mieux. Et là, je me dis, ok, il faut qu'on grandisse plus vite, on va commencer à faire des croissances externes. Pour pouvoir faire ça, il faut absolument que je m'entoure d'un mec qui va m'enlever toutes les tâches administratives, financières et RH qui me polluent mon quotidien pour que je me concentre là-dessus. Je recrute Amaury Bataille. Salut Amaury. Il est aussi mon associé aujourd'hui, donc presque 10 ans plus tard. Il est DG du groupe. Et ce mec-là, à l'époque, il est DG de Dior au Moyen-Orient. Il rentre de Dubaï et il cherche un job à Lyon pour réunir sa famille. Je rencontre ce mec, j'arrive à le convaincre de rejoindre un groupe où il va gagner 3 fois moins que ce qu'il gagnait à Dubaï, une boîte de 25 personnes alors qu'il était chez LVMH, et il croit au pari avec moi. Attends. Ouais. Là, on peut introduire l'actionnariat. Tu peux pas lui demander de prendre un cut et faire 1/3 de son salaire. 1/3 de son salaire. Tu lui donnes des parts en échange, non? Oui, il avait une promesse d'association à horizon de temps, etc. Bien sûr. Okay. Et Véronique aussi d'ailleurs. Parlons de Véronique, parlons de... j'allais l'appeler Théophile, mais non, c'était ton chien. C'était qui ton dernier associé, enfin la dernière personne dont tu parlais? Amaury, excuse-moi Amaury, désolé. Trop de noms là, moi je me perds. Déjà que j'arrive à me souvenir du nom de Julien, c'est bien. Non, mini parenthèse, c'était quoi ma question? Oui, qu'est-ce qui les a convaincus? Allez, beau travail d'humilité. Qu'est-ce qui les a convaincus? Là, du coup, je ne vais pas être modeste sur ce coup-là. Mais je le sais, mais parce que vous l'êtes tous en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que c'est effectivement la capacité que j'ai eue à les convaincre et la perspective que je leur ai vendue qui s'est avérée être vraie d'une boîte qui va décoller, dans laquelle ils seront associés et qui demain sera une pépite du marché français.
Tu leur as vendu un projet, mais tu ne t'es jamais vendu toi dedans? Non, en fait, je pense que moi, ils m'ont acheté de fait parce qu'ils savaient que c'était le package et que le projet, probablement, c'était pas le même sans moi. Et ils ont fité avec ma personnalité et ça passe ou ça casse dans ces cas-là. Et il y en a plein qui n'ont pas fité d'ailleurs. Mais eux, ils ont fité avec le truc. C'est intéressant. Quand tu dis qu'il y en a qui n'ont pas fité, et tu parles de ces premiers recrutements, est-ce que donc du coup, ça a été les premiers directement, les premiers entretiens, ou est-ce qu'il y en a eu plein? Et ma vraie question du coup dedans, c'est comment tu te décourages pas? Comment toi, tu te dis pas, c'est moi le problème avant de trouver la bonne pépite? Alors, sur ces postes un peu high level, je crois que je me suis jamais trompé et ça a été tout de suite évident. Véro, seul entretien. Amaury, seul entretien. Un entretien. Un entretien. Claire Lérisson, qui est devenue la DG de Monet. On s'est vu à l'angle, au Grand Boulevard, juste là. On a déjeuné ensemble. Au bout de 3 phrases, elle me dit « Je suis basque ». Je lui dis « Moi aussi ». Le deal était fait et aujourd'hui, elle est DG de Monet. Et ça, c'est aussi constitutif de mon parcours. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients, parce que parfois, je me plante en fonctionnant comme ça. Mais en général, ça marche. Tu checkes des valeurs, quoi. Tu checkes des valeurs. Ouais. C'est que de l'émotionnel et c'est pas de pro. Ouais. En fait, du moment où la meuf, elle est patronne de Publicis RP, le mec DG de Dior au Moyen-Orient et Claire DG d'une filiale de WPP, je me dis, l'expertise, ils l'ont. Ils ont rien à te prouver à ce moment-là. Si tu veux, s'ils sont pas bons à ces postes-là, c'est que ces groupes-là, ils savent pas recruter et ça reste les leaders mondiaux du secteur. Donc, je me fie à eux. Putain, c'est fou. Et moi, ce que j'aime le plus dans tout ce que tu me dis, c'est que tu écoutes ton gut feeling. Ouais. Il y a des moments où on t'a renvoyé des signaux tout au long de ton parcours, où on t'a dit que c'est une mauvaise décision ou qu'il y avait des red flags. Et toi, tu as dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Alors, c'est tout le temps. Et je vais te dire un truc, c'est que c'est de plus en plus en grandissant. Parce qu'en grandissant, j'ai aujourd'hui 10 ou 12 associés qui sont des patrons de filiales. Et donc, beaucoup de mes décisions sont forcément mis à l'ordre du jour d'un board ou d'un COMEX ou d'un COPIL et donc sont challengés parce que j'ai en dessous de moi des patrons de filiales dont mes décisions impactent leur business. Et donc, on me dit de plus en plus que je fais des conneries et que je raconte n'importe quoi. Et j'ai eu tendance par le passé, je parle des 18 derniers mois, à leur donner parfois raison. Et en fait, je vais arrêter de le faire. Pourquoi tu leur donnes raison? Et pourquoi tu voudrais arrêter? Parce que je me suis aussi entouré de ces personnes-là pour leur apport, et ils ont de l'apport sur plein de sujets, et notamment des sujets d'expertise métier où ils sont bien meilleurs que moi. Par contre, les décisions où il faut des guts pour dire on va aller acheter un bâtiment de 2500 mètres carrés alors qu'aujourd'hui on est dans 700 mètres carrés parce que le groupe... Vous l'avez acheté? Ouais, on est en train. Parce que dans 7 ans, on sera 3 fois plus. Il n'y a que moi qui peux la prendre. Et tout le monde me dit que je suis fou, mais je l'ai fait quand même. Ok. Voilà. Quand on rachète Brainstorming en plein Covid, on s'est offert une agence de branding de 12 ou 13 personnes en redressement judiciaire le 15 avril 2020. Ouais. Donc les visios, pour rencontrer mes salariés, pour discuter avec les mandataires judiciaires, les administrateurs, j'ai tout fait en visio. J'ai rencontré mes salariés 3 mois après avoir acquis la boîte. Sur ça, ce rachat. Il est fou ce rachat. Non, mais c'est rien de cartésien. Tu dirais qu'il y a un truc que tu as capté, mais c'est pas des chiffres. Ce rachat, il est dingue. J'ai rencontré les dirigeantes, est-ce que c'était 2 dirigeantes, qui viennent me voir en me disant on va être placé en RJ, on voudrait que ça soit toi qui reprennes la boîte. Okay. Ça, c'est février 2020. Je connais la boîte de réputation, c'est une super boîte. Je leur dis sur le principe, ok, on va monter le dossier ensemble. Arrive le Covid, et du coup, tout se passe en visio du 15 mars au 30 juin 2020. Et le deal se fait en avril, et donc pendant 2 mois, je suis en visio avec les équipes de cette boîte, en train de leur expliquer que je suis leur nouveau boss et qu'on pourra se rencontrer dans 2 mois. Putain. Ça, c'est ouf. Mais ça, c'est des trucs. Tu dois être le seul rachat qu'il y a eu en France à ce moment-là. Je pense pas, mais en tout cas, dans la vie d'un entrepreneur, ça compte, ouais. Je me rappellerai souvent, toujours de ça. On parle d'humain, même là, le rachat d'une boîte, au final, c'est l'ADN. Et d'ailleurs, tu l'aurais racheté si les gens qui faisaient cette boîte partaient? Tu l'as racheté que tu pour parles les de Brainstorming? Ouais. Alors, Brainstorming, en l'occurrence, les 2 dirigeantes sont parties. Ok, donc c'était dans le deal. T'as racheté quoi? C'est les clients? J'ai racheté des clients et des équipes. Donc quand même, il y a de la créa en interne que tu as gardé, etc. Ok, Ouais. Je voulais parler de 2 choses. Je voulais parler de tes... Elle n'est pas facile celle-là, je te le dis maintenant. Oh là là là. Tes clients Ouais. ou tes associés?
C'est qui le plus important pour toi? Tu dormiras les deux yeux tranquilles si c'est tes clients qui sont satisfaits ou tes associés? Mes associés. Avant C'est les clients. trop facile cette question. Ok. Ah non, bah je suis pas d'accord. Mais si je suis bien avec mes associés, je trouverai toujours des clients. Donc c'est aussi plus dur de convaincre des associés que de convaincre des clients. Évidemment. Et quand tu convaincs des associés, est-ce qu'il y a un côté de toi égo presque qui est peut-être plus mis en avant et du coup plus de doute que quand tu convaincs un client et que tu lui proposes une OP précise? Alors, déjà, je dois convaincre beaucoup moins de clients aujourd'hui parce que je suis moins opérationnel et je m'occupe vraiment que des très 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 gros dossiers. Donc, je dois faire maintenant 10 pitchs par an. Ouais, mais attends, convaincre des associés aujourd'hui, c'est plus facile parce que tu as des très beaux chiffres aussi. Donc, oui, c'est lié. Mais aujourd'hui, effectivement, mon job, il est d'une part de convaincre mes associés actuels que mes décisions sont les bonnes. Et ça, j'y passe trop d'énergie. Vraiment. Et la deuxième chose, c'est que je dois convaincre des futurs associés de nous rejoindre, c'est-à-dire des dirigeants d'agence que j'ai envie d'avoir dans le groupe, de nous rejoindre parce que le projet est cool et qu'ils vont faire ce qu'ils allaient faire en 10 ans, ils vont le faire en 3 ans avec nous. Et qu'au final, tout le monde sera gagnant dans l'équation. Si eux sont convaincus, ouais. Ces dirigeants d'agence que tu veux faire monter en fait au capital, ouais. Qu'est-ce que toi tu... Allez, c'est quoi les green flags et les red flags? Pourquoi tu vas en choisir un plus qu'un autre ou qu'une autre? Alors, le red flag, déjà, c'est l'entrepreneur qui veut partir. Non, bah ça c'est... Non, mais il y en a plein qui veulent vendre pour partir. Ah ok, ils se disent dès le départ, mon horizon, il est... Ok. Ça, pour moi, c'est red flag parce que j'ai déjà eu le cas et ça s'est jamais bien passé dans ce cas-là. Ok. Nous, ce qu'on aime, c'est un dirigeant qui veut s'engager avec nous dans le projet, qui voire même prend des responsabilités dans le groupe, pas juste diriger sa filiale dans le groupe, prendre des responsabilités dans le groupe, et ça, on a plein d'exemples, et c'est génial. Et le deuxième red flag absolu, c'est la rétention client. Nous, notre KPI clé, c'est le churn, c'est-à-dire la capacité d'une agence à garder ses clients au moins 4 ans. Combien d'OP en 4 ans, tu dirais, pour un client? Alors, combien d'OP, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le repeat. Okay. Je veux qu'un client qui rentre en année 1, il soit encore là en année 4. Donc, ok, comme si on parle de cohorte, peut-être à ce moment-là. Oui, exactement. On peut parler de et ça. Donc, ça, tu vas baser. Donc, ça, c'est très cartésien. Tu vas baser là-dessus. Mais par contre, quand tu fais tes entretiens, en fait, on reprend aussi tes premiers associés, mais c'est ça, tu veux juste comprendre c'est quoi leur vision long terme. Je veux comprendre ce que c'est que leur vision long terme, et puis il y a quand même, encore une fois, ce fit qui rentre en ligne de compte. Bien sûr. Où en fait, tu te dis, non pas est-ce que je partirai en week-end avec ce mec, parce que c'est pas le sujet, mais par contre, c'est est-ce que je serais content tous les matins de le croiser à la machine à café pour discuter 5 minutes? Est-ce qu'il partage mes valeurs? Est-ce que ce mec-là, c'est un requin, il est là juste pour faire du blé, ce qui n'est pas notre cas? Est-ce que ce mec-là, il va prendre soin des équipes? Ce genre de choses que tu sens dans un entretien et que tu vois aussi derrière dans les éléments financiers, les éléments RH. Si tu as un turnover de 25% dans l'agence, tu sais qu'il y a un problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper sur un associé ou une associée? Non, pas sur un associé. Non. Parce que on se donne toujours une période de fiançailles en se disant ok, on rachète ta boîte et si ça se passe bien, tu deviendras associé dans 6 mois par exemple. Et il y a un rachat qui s'est mal passé, une agence RP avec des dirigeants très âgés à la tête de cette agence et avec lesquels ça s'est très mal passé parce que choc de vision et de culture beaucoup trop violent et du coup ça peut pas faire. Et voilà. Donc on apprend mais enfin. J'allais dire, j'ai l'impression, je le sais, c'est pas ce qui t'a arrêté. Et on va parler des ambitions, mais juste avant. Citadel, ça se revend un jour? Citadel, ça pourrait se revendre un jour, mais c'est pas l'objectif. D'accord. On ne construit pas un groupe, je pense, durable, en se disant que je veux revendre dans 5 ans. Toi, on avance, on construit le plus beau groupe possible avec tous les attributs qu'on veut y mettre. Et si un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte avec une offre qui se refuse pas à la fois d'un point de vue financier et à la fois d'un point de vue projet, pourquoi pas? Mais c'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Moi, je préfère le transmettre à mes enfants puisque je sais que c'est là que tu veux que je vienne. Ah, il m'énerve, il me vole mes questions. J'allais te dire, ok, donc c'est quoi une bonne exit? La meilleure, ce serait que tes enfants le reprennent, c'est ça? Ouais. En le payant très cher. Ils ont quel âge? 7 et 9.
Ah, ils peuvent comprendre ce qu'on raconte. Bah, Bien sûr qu'ils je comprennent. je vous salue. Gaspard et Charlotte, puisque c'est d'eux dont on parle, ils ont baigné dans la boîte aussi. Et peut-être encore plus que moi, parce que j'en parle tout le temps, parce qu'ils viennent au bureau, parce qu'on a des clients qui, en plus, les font rêver, parce qu'on a bossé pour Mattel, on bosse pour Tommy, donc des marques dans le jouet. Et donc, pour eux, Citadel, ça existe vraiment. Et mon fils, si tu lui demandes ce qu'il veut faire, il veut travailler avec papa chez Citadel. Hein. Et ma fille, pareil. Et ben, tu arrives concrètement à reproduire ce que ta maman a fait avec toi, c'est-à-dire te dire, c'est là, tu fais ce que tu veux, mais vraiment aucune pression. Tu arrives, ouais. Ah oui, en plus ils sont petits, donc c'est même pas un vrai sujet. Mais par contre, c'est rigolo de voir que eux, ils en ont déjà envie, et puis si ça se trouve, ça leur passera, et très bien si ça leur passe. Puis si ça leur passe pas, on verra ce qu'on fait. Je vais te balancer des questions, mais bon, il nous reste quand même 15-20 minutes. Je veux parler d'IA. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une dinguerie dans votre industrie ? C'est une putain de dinguerie. C'est la dinguerie qu'on pense qu'elle est. Non, archi pas français. Mais c'est plus que ça. Qu'est-ce qui va changer ? Et je vais aller du coup plus loin. C'est quoi la dinguerie que toi tu captes mais que tes clients captent pas encore ? Alors, je t'explique en 2 mots comment ça s'est passé. Donc, un jour, t'as OpenAI qui arrive, qui met ChatGPT dans les mains de tout le monde, et là, tout le monde ne parle plus que de ça. Nous, on commence à regarder, comme toute innovation, on se dit, bon, on va fouiller le truc et on va voir ce qui se passe. On comprend assez vite que c'est quand même mastoc ce qui nous arrive et qu'il va falloir s'y intéresser de près. Et la semaine qui suit, je suis à une convention de mon fonds d'investissement où je rencontre un mec qui s'appelle Yannick Soquet, et on discute comme ça, et je vois que lui, c'est un spécialiste de l'IA, il est en freelance à l'époque, et il conseille les boîtes dans l'implémentation de l'IA. Et il vient de vendre sa boîte, et il s'est lancé dans cette aventure-là. Et je lui dis, Yannick, on va monter une boîte ensemble. Et puis le premier client de cette boîte-là, ça va être Citadel. Et tu vas me foutre de l'IA partout dans Citadel. Et là, c'est le côté entrepreneur qui prend le pas. Et ça se fait, mais je sais pas, en 1 mois, on était d'accord et on lançait l'activité. C'est fou. T'as fait un crash test quand même avant ou pas ? Ouais, on a fait un crash test sur un POC pour le groupe. Comme si t'étais client, ok. Et ensuite, t'as dit let's go. Et après, on a dit let's go. Et ouais, est-ce qu'il y a eu des... Alors, je la pose différemment. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es convaincu via l'IA, sur lesquels tes clients ont mis des réticences ? Oui, alors, du coup, on crée Society. Premier client de Society, Citadel. Première année, on a investi 300 000 € dans Society via Citadel pour former nos équipes, se doter des meilleurs produits et commencer à créer des agents. À l'époque, ça s'appelait des assistants. Donc, on met beaucoup d'énergie et d'argent dans le truc. En parallèle, Society gagne ses clients tout seul. Et on commence à avancer, on commence à dealer un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Dust, qui est aujourd'hui notre partenaire pour agréger tous les LLM du marché à un seul endroit et fournir à nos clients une plateforme dans laquelle ils peuvent travailler de manière sécurisée, connectés à leurs données, etc. etc. Podcast enregistré il y a 1 an, je crois. C'est vrai ? Donc, ouais, t'as fait le patron de Dust ? Ouais, bien sûr. Mais folie. J'ai honte parce que je me souviens plus de son prénom. Là, tout de suite, tu me prends de court. Mais oui, j'ai même un t-shirt que je portais hier au tennis de Dust. Dédicace. Pour moi, future licorne française, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous, on est reseller de cette solution. Toutes mes équipes sont dessus. Et là, on commence à créer des agents pour nous. Et puis à un moment, tu as des agents qui font des benchmarks, tu as des agents qui font des reporting, tu as des agents qui créent des contenus. Bon, ça, c'est le b.a.-ba. Et puis à un moment, tu te dis, OK, demain, mes clients, ils auront probablement ces agents-là. Et donc, ils vont me remplacer sur un certain nombre de tâches. C'est inévitable. Ceux qui pensent que ça n'arrivera pas, mais ils peuvent mettre la clé sous la porte. Donc ton enjeu, c'est d'être un expert de ça à ce moment-là. Donc mon enjeu, c'est comment je fais pour non pas qu'ils me remplacent, mais pour qu'ils m'utilisent pour les aider à créer ces agents et demain travailler avec eux au travers de ces agents. Et donc nous, notre pari, c'est de créer des agents qui sont suffisamment spécifiques, puissants et robustes pour que mes clients ne les créent pas tout seuls, qu'ils les créent avec moi et surtout qu'on partage le capital installé dans ces agents, parce que mes équipes, elles travaillent toute la journée dans leurs agents, mes clients travaillent toute la journée dans ces mêmes agents, et qu'à terme, on est en train de créer des agents qui sont d'une fiabilité, d'une intelligence et d'une performance incroyable. Mais quand tu dis ça, juste, est-ce que c'est en gros récupérer de la data pour rendre chaque agent de plus en plus fort et de plus en plus précis, c'est ça dont tu parles ? En partie. Il n'y a pas un problème d'anonymisation de la data ? Non, parce qu'on travaille avec des données qui sont des données sécurisées qui appartiennent soit à nos clients, soit à nous. Ok, donc on ça ne reste en interne. partage pas évidemment les données avec les autres et on travaille dans des environnements qui sont spécifiques aux clients.
Ok. Donc, il n'y a aucun risque. Au contraire, on est hébergé en Europe, etc. Et encore une fois, nous, on installe un capital qui demain fera deux choses. Un, nos clients, ils n'auront pas envie de nous quitter. Parce que s'ils nous quittent, ils perdent ce capital. Ils ont confiance, Et, tout simplement. et en plus, on va délivrer une telle performance pour eux qu'ils n'auront jamais envie de partir. Tu peux me parler des cas d'usage, parce qu'on est quand même d'accord, l'IA, en fait, quand on dit l'IA remplacera jamais l'humain, encore plus dans des métiers où l'humain est central. Je m'explique, tu as beau créer des sheets, enfin des Google Sheets, et matcher des clients avec des journalistes, c'est pas ça, quoi. En gros, ma question, donc du coup, l'IA, la plus belle valeur ajoutée, en tout cas pour vos clients, elle est à quel niveau? Et vous, in fine, j'ai bien compris qu'en interne, ça vous permet de toujours viser encore plus juste. Mais ouais, pour eux, c'est quand vous développez ces agents, c'est sur quoi? Alors, on a plein d'agents. On a 60 agents aujourd'hui en portefeuille qu'on peut dupliquer et spécifier pour des clients. Ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est sur la productivité. Donc évidemment, on le prend souvent sous ce prisme-là, mais nous, on voit qu'on gagne entre 25 et 30% de productivité sur tout un tas de tâches de nos métiers d'agence et d'annonceurs. Ok. Exemple, benchmark, reporting, itération, brainstorming, contrôle qualité. On a des agents qui checkent par exemple que c'est l'OAE20 compatible. On a des agents qui checkent que on est dans les codes de la Gen Z. On a des agents qui checkent les chartes graphiques, que les chartes graphiques soient respectées. Enfin, il y a plein de trucs. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse plus, pas que la productivité encore une fois, mais c'est la qualité des livrables qu'on produit. C'est-à-dire que aujourd'hui, créativement et même de manière sur un angle très conseil, on est bien meilleur avec nos agents que ce qu'on était tout seul. C'est-à-dire que mes agents, d'une part, ils me permettent d'avoir un niveau de qualité créative dingue qu'on n'avait pas avec les outils historiques du marché. Ok. Et deuxièmement, ils me permettent de tellement défricher le terrain sur des phases de conseil et de stratégie et de m'amener tellement d'insights que mes équipes stratégiques sont 100 fois plus fortes. Elles sont augmentées. Et nous, on parle d'augmentation. Quand tu parles, et non pas de remplacement. Exactement. Évidemment. Juste quand tu parles de créativité, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste qu'une IA est capable d'aller connecter et d'apprendre d'expériences d'OP, de plein de choses que vous auriez faites pour enrichir la personne qui l'utilise, versus la personne qui l'utilise qui va se baser sur ses clients, ses expériences et ses émotions à l'instant T, on sait tous qu'on regarde avec notre prisme, quoi. Tout à fait. En fait, tu as tout dit une fois que tu as dit ça. Ok. Moi, j'aime pas le discours qui dit il y aura toujours besoin d'idées, de création et de créativité. Oui, c'est vrai. Une IA, elle va se baser sur un tas de choses factuelles qui ont déjà existé pour te proposer un concept, une idée qui sera extrêmement rationnelle. Ce qui est irremplaçable, c'est effectivement l'émotion d'un DA, d'un DC, d'un CR à un instant T, parce qu'il a passé une bonne journée ou une mauvaise, et que du coup, ça va driver son claim, son image. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est irremplaçable. Et ça, une IA ne l'aura jamais. Et attends, on va aller plus loin. Les meilleures musiques, beaucoup d'artistes sont quand ils sont down, quoi. Ouais. Donc, par exemple. Ça peut être un plus. Par exemple. Ouais. Par contre, là où l'IA va aider le créatif à être meilleur, c'est que tu demandes à une IA d'itérer aujourd'hui sur un contenu donné, elle va t'envoyer mais autant d'images que tu veux à la seconde. Donc le créatif, ça le nourrit à une vitesse qui n'existait pas avant. Avant, un créatif, il faisait des moodboards, il allait bencher, etc. Là, aujourd'hui, il peut être nourri en 10 secondes. Okay. Donc toute cette capacité décuplée, ça va forcément nourrir davantage son cerveau créatif et probablement lui donner de meilleures idées, de meilleurs concepts, de meilleures images, etc. Je me pose juste une question sur la communication pure. Moi, je déteste l'IA proprement dit pour rédiger des posts. Là, je vais te parler de communiqué de presse, par exemple. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que tu vois aussi cette limite dans un petit peu, tu sais, le côté robotisation versus... C'est vraiment votre métier, donc je pense que vous avez aussi votre touche peut-être dans vos communiqués de presse. Bien sûr. Il y a une limite là-dessus? Il y a clairement une limite. Nous, on a une charte IA dans le groupe qui interdit à nos équipes de se servir d'un texte ou d'une image qui serait directement sortie d'une IA. Donc l'intervention humaine est obligatoire sur tout ce qu'on sort. D'une part, pour être certain qu'il n'y a pas de conneries ou qu'on est bien raccord avec une charte ou autre. Et d'autre part, pour apporter ce qui fait notre spécificité d'agence,
sur des angles, sur une patte créative, sur tout un tas de choses qui sont pour le moment irremplaçables. Je dis pour le moment parce qu'il est possible que demain, dans nos agents, on arrive tellement à les challenger et à les spécifier qu'à la que fin, on arrive, notre patte, elle soit reconnaissable par les agents. On n'est pas encore là, on est d'accord. On n'est pas encore. Allez, c'est ma mini parenthèse, mais c'est pour moi. Ouais. Hyper égoïste. Vas-y. Ça fait des mois que j'essaye de sortir un agent dont toute la data est basée sur mes podcasts et j'aimerais le proposer du coup gratuitement à n'importe qui veut interroger, tu seras dedans du coup, tu vois, et dire, je sais pas, demain je veux monter ma boîte dans la food ou à l'inverse, je veux aller m'internationaliser, peu importe. Génial. Comment, je te pose la question parce que je suis avec ChatGPT, OpenAI. Ouais. Putain, c'est hyper galère. J'arrive pas à créer un frame où en gros il se connecte à mon flux RSS. Donc ça, c'est vraiment le truc public du podcast qu'il aille choper parce que c'est pas de la vidéo ou de l'audio. En fait, c'est un transcript écrit. Et quand tu peux m'aider ou pas là en 30 secondes, c'est pas si facile que ça. On ne est me d'accord. demande pas une réponse technique. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que mon associé Yannick, j'ai des super gens en interne. Je t'assure que d'ici 48 heures, il a pris contact avec toi et qu'il va te trouver la solution. Ça, et elle existe. Okay. Ok. Enfin, comme ça. Tu vois, j'ai eu du mal à me projeter parce que j'ai eu trop de pistes et quand j'essayais, j'étais un peu perdu. Et je sais qu'à l'heure actuelle, je t'en parle, j'ai des pistes, mais en fait, je suis pas convaincu. Du coup, j'ai du mal à me projeter. C'est débile. Enfin, oui, mon attitude est débile, mais ouais. Mais en plus, tu pourras mettre à disposition via un moteur de recherche. C'est l'idée, ouais. Mais c'est génial. Bon, vas-y, on s'en reparle. Vas-y, on va le faire. Allez, on s'en reparle. Et un grand merci. C'est Yannick, tu dis ? Ouais. Voilà. Désolé Yannick pour la passe. Ouais, voilà, il est pas au courant. Petite patate chaude en plein podcast. Je regarde un peu mes questions. Je me dis qu'on a parlé de pas mal de choses. J'ai quand même envie de parler de la suite. Ouais. On a parlé quand même, t'as racheté, rappelle-moi, il y a eu combien de boîtes qui ont été rachetées ou créées en interne ? 7. Donc 7 marques aujourd'hui. Attends, petite parenthèse. Enfin, non, en vrai, il y en a plus parce qu'il y a des boîtes qu'on a rachetées qu'on a intégrées dans des marques existantes. Donc je dirais, peut-être 10 ou 11 en vrai. Déjà, première question qui je le trouve hilarante. Comment t'es présidente de cette structure ? C'est quoi cette histoire ? Elle est où l'humilité là, Julien ? Mais parce que le président, c'est celui qui fait rien. Tu le sais bien. Non, c'est juste pour LinkedIn. Non, en vrai, c'est pour LinkedIn et c'est surtout juridiquement. Ok. Parce que c'est ma responsabilité qui est engagée dans ces 7 cas de figure-là et que c'est important pour moi d'être le responsable. Mais opérationnellement parlant, créativement parlant, ouais. T'as pas la main sur les 7 boîtes en même temps. Mais j'ai la main sur aucune boîte. Tu délègues un max. Mais je n'ai la main sur aucune boîte, je te le dis. Tu parles avec des clients, toi ? Je parle très peu avec des clients. Okay. J'en ai peut-être 5 réellement sur 250 ou 300 avec lesquels je parle. Et pour le coup, heureusement. C'est-à-dire que j'ai dirigé Monnaie, je l'ai scalé jusqu'à 100 personnes. Donc je sais faire, je vois ce que c'est que le boulot d'un directeur d'agence. Il est impossible de diriger 7 agences. C'est pas possible. Donc moi, mon job, c'est de mettre 7 patrons qui sont les meilleurs et qui dirigent ces agences avec, évidemment, tout en haut, une structure holding que je préside et qui est actionnaire majoritaire de quasiment toutes ces filiales-là, et un drive que je donne. Donc c'est-à-dire que chaque année, je donne un drive pour chacune des filiales. On se réunit 4-5 fois par an sur des boards de filiales où on s'assure que le drive, il est suivi et on a des ressources transverses pour tout le monde. L'innovation est transverse, le newbies est transverse, la com est transverse et ça, je le pilote. Donc un alignement constant et des fondations qui sont toujours alignées du coup avec cet objectif final. Et moi, on m'appelle que pour les problèmes. C'est-à-dire que moi, mon téléphone ne sonne ou mon Slack uniquement parce que c'est un patron de filiale qui me dit « Putain, on est dans la merde sur un client, j'ai un départ d'une équipe, je veux pas qu'elle parte. » j'ai un outil qui veut travailler avec moi, qu'est-ce que je fais ? Enfin, c'est que ça. Et tu kiffes ? Ouais, je kiffe. Ok. Bah, dédicace à Yannick, à qui on a balancé un petit problème là. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Je dirais pas que c'est un test. Non, je rigole. Je veux juste te poser cette question sur la suite. Je te la pose différemment. Ça me saoule de voir ça à 5-10 ans. Je sais que tu as un visu, mais déjà dans 2 ans, quand on aura un nouveau président ou une nouvelle présidente. Peut-être avant même. Ouais, peut-être avant. Bon, bref, j'ai dit pas de politique. Non, mais ça ressemble à quoi le groupe ? Le groupe, ça ressemble à quoi ? Le groupe, il va ressembler, je l'espère, au groupe de marketing et de communication qui aura le mieux pris le virage de l'IA, qui se comportera comme si on était natif IA dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça mon enjeu.
Aujourd'hui, il y a des boîtes aux US, des agences qui se créent from scratch, Ok. où la promesse, c'est une personne, 10 agents. Je vous invite à regarder une boîte qui s'appelle 10KR. C'est hallucinant ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est des mecs qui ont un track record dans nos métiers qui est dingue. Nous, on veut réussir cette transformation. Si on réussit cette transformation, on sera les champions en France de nos métiers. Et c'est ce qu'on La souhaite. référence. Ok. On veut être les champions français du métier du marketing et de la com. Tu parles français. Ouais. J'aime ma France. Est-ce qu'il y a une ambition outre France? Ouais, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Là, pour le coup, c'est un peu peut-être syndrome de l'imposteur. Je m'empêche de rien, mais c'est je pas me dis l'objectif qu'il y a actuel. suffisamment à grappiller en France. Enfin, aujourd'hui, le marché en France, c'est plusieurs milliards d'euros. Et nous, on fait 30 millions. Donc c'est tout petit. Tu dirais que le groupe est petit encore dans le marché français? En fait, il y a un sujet en France, c'est qu'on a 2 des 5 leaders mondiaux, Publicis et Havas, qui sont français et qui trustent une énorme partie du marché. Ok. Ensuite, on a des groupes comme nous, on va dire entre 150 et 500 personnes. Il y en a une dizaine. Et ensuite, il y a des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers d'agences entre 1 et 25 personnes. Donc le marché, il est à la fois hyper concentré tout en haut, hyper atomisé tout en bas, et nous, on est au milieu. Et je pense qu'en ce moment, on est la meilleure réponse à ça, parce que les très gros, ils souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à appliquer leurs tarifs exorbitants. Et ils seront Et les pas petits, agiles pour s'adapter à l'IA. et ils sont pas agiles. Alors, ils sont pas agiles, mais ils ont les moyens. Donc attention, hein. Parce que moi, j'ai quand même un exemple, et je le dis toujours, Publicis est une des plus belles réussites françaises. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a su se transformer, alors que le move, il était fou à l'époque. Hein. Racheter Sapient et Epsilon plusieurs milliards d'euros, alors que c'est des mecs qui font de la com et qui vont dans la data et la tech, tout le monde les a pris pour des fous. Aujourd'hui, première capitalisation boursière du marché. Donc attention à l'agilité, parce que les mecs sont chauds. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont obligés d'appliquer des coûts à leurs clients qui sont plus concevables pour leurs clients. Et nous, on récupère ces clients-là. Parce qu'aujourd'hui, on a la taille suffisante pour les adresser. Moi, j'ai pas peur d'aller gagner des pitchs à 2, 3, 4, 10 millions d'euros. Là où avant, je savais pas les prendre. Je pouvais pas le faire. Je gagnais un pitch à 5 millions d'euros il y a 5 ans. J'explose en route. Là, aujourd'hui, je sais le faire. Okay. Et on les gagne. Donc l'art aussi d'y aller d'étape en étape. Tu sais, on dit les gens perdent du jour au lendemain, c'est totalement faux. C'est faux. C'est juste que les gens voient pas toutes les petites étapes d'avant. Bien sûr. Et j'en profite parce que tu parles de ça. Moi, les groupes qui sont construits en 3 ans à grands coûts d'acquisition, sans vision client, avec une seule vision qui est la vision financière de j'agrège de la marge brute et on verra bien ce qui se passe, eh ben, ils sont tous dans le mur. Mais vraiment. Je veux parler de l'ambition, Bottmeyer, c'est les dernières questions. Réponds vite. Hein. Ouais. Donc du coup, offre de rachat de Publicis ou d'Havas, ok, si on est aligné. Si on est aligné sur la valeur ? Ouais. Ok. Et l'horizon, etc. Ok, très bien. Ouais. T'as déjà rencontré Maurice Lévy ou ces gars-là, non ? Non, Maurice Lévy, c'est pour moi le plus grand. Ok. Et son fils spirituel, Arthur Sadoun, est probablement le 2e plus grand. Okay. Je suis très admiratif. Seguela, ou Jacques Seguela, c'est un créatif, c'est pas un entrepreneur pour moi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bah, je te pose la question. T'es un entrepreneur ou un créatif ? Je suis absolument pas créatif. Tu penses que t'es pas créatif ? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme skills pour trouver des réponses à des problématiques au quotidien ? Si tu veux. Alors, de ce point de vue-là, je dois être agilo-créatif. Moi, est-ce que... Non, en même temps, t'es pas stressé, mais on m'a dit un truc récemment. On m'a dit, mais tu sais, Yacine, t'es quelqu'un de très stressé, de très créatif, parce que pour être autant stressé que toi et te faire tous les films qui n'existeront jamais, faut vraiment avoir de l'imagination, quoi. C'est vrai. Donc, fin de la parenthèse. Est-ce que pour... Je vais poser 2 questions dedans. Ouais. Toi, en tant qu'entrepreneur, mais aussi employeur, le meilleur moyen de motiver tes troupes, c'est de l'actionnariat ? C'est une question. C'est une question ? Oui. J'ai une réponse toute faite. Réponds. Bon, ce sujet-là, il est touchy. Associer ceux qui drivent du business et qui ont un impact considérable sur la réussite du groupe, oui. Et j'ai aujourd'hui 12 associés au capital du groupe. Donc, j'ai aucun problème à le faire et je suis plutôt quelqu'un qui partage facilement la valeur. Maintenant, associer les steps d'en dessous, je pense que c'est une bêtise. D'une part, parce que toute chose avalée n'a déjà plus de goût. Ça, c'était la punchline que je t'avais dit tout à l'heure. Je l'avais pas, mais c'est très vrai. C'est vrai.
Dès que tu as des choses prises pour acquis. Le problème, c'est que ça devient un acquis le jour 2 pour un salarié qui va récupérer 0,2% d'un groupe. C'est non significatif pour lui, ou très peu. Et le lendemain, il a déjà, entre guillemets, oublié, ça n'impacte pas son quotidien. Je pense pas que c'est pour ça qu'il éteigne la lumière de la salle de réunion en partant, ou qu'il va envoyer un mail un vendredi soir parce qu'il doit le faire plutôt que de partir en week-end. Je ne crois pas à ça. Et surtout, ça se mérite. Et moi, je pense que devenir associé d'un groupe comme le nôtre aujourd'hui, ça se mérite. Ça veut dire que tu as un parcours qui fait qu'à un moment, nous, dirigeants, on se pose la question de dire « Ok, rejoins-nous ». Et c'est parce que tu as fait tes preuves. Et il y a plein de gens qui méritent dans le groupe. Hein. Attention, il y a des pépites dans notre groupe. Mais faites encore votre preuve, les gars, et le temps viendra, quoi. Très rapidement. Ouais. Bah, du coup, l'autre question que je voulais te poser, c'était un petit peu... je veux juste te demander, mais est-ce que tu es d'accord que la valeur que tu crées en tant qu'employé, quand tu n'as pas d'actionnariat, elle est mal tournée, parce que je dis est-ce que tu es d'accord, tu es obligé d'être d'accord. Ouais. Je rigole, mais... En fait, l'actionnariat, est-ce que c'est pas la meilleure manière de capter la réelle valeur de ton travail versus le salariat qui est capé selon moi? Ou est-ce que je me trompe peut-être là-dessus? Alors, je pense encore une fois que, si tu veux, à un moment, tu as un salaire et tu es payé pour une mission. Et le fait de bien l'exécuter fait que tu es payé pour ça. L'étape du dessus, c'est l'impact que tu as sur la réussite d'un groupe comme le nôtre aujourd'hui. Elle se fait pas parce que tu as une satisfaction client. Ça, c'est la base de satisfaire tes clients. Donc, satisfaction client, c'est la base. De tâche, fin de l'histoire. Si tu satisfais pas tes clients, tu n'as rien à faire dans notre groupe. Et d'ailleurs, tu restes pas longtemps. Mais si tu sursatisfais des clients... Sursatisfaire les clients te fait gravir les échelons jusqu'à arriver à un moment où tu vas avoir un impact suffisant dans le groupe pour que tu deviennes associé. L'impact suffisant, c'est quoi? C'est cross-seller. C'est-à-dire, on donne un portefeuille client 100, à la fin de l'année, tu le rends, tu as fait 200. Ça, oui, là, tu as un impact. C'est attirer d'autres talents. Tu ouvres ton réseau pour dire, venez rejoindre le groupe, il est cool, et c'est des talents. Les mecs sont forts. Mais tu vois que pour faire tout ça, excuse-moi, je t'entends, mais c'est quand même plus simple quand tu as des billes dans le projet. Bah non, moi je pense l'inverse. Je pense que tu dois faire ça pour avoir des billes dans le projet. Ah, c'est l'œuf et la poule qui est apparu. Écoute, on répondra pas à ce débat. Mes dernières questions, très rapidement. Je dis ça depuis tout à l'heure, pas du tout rapide, mais c'est pas grave. Est-ce que l'entrepreneuriat en France est sous-coté? Je m'explique. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour plus de personnes qui ne le pensent? Alors, c'est pas sous-coté, ça. Bah si, ça veut dire que... Ou surcoté, pardon, ouais, t'as raison. Non, mais j'aime pas surcoté, sous-coté, ça dépend. Concrètement, est-ce qu'il y a des entrepreneurs avec un réel potentiel, mais qui ne le sont pas au courant, ou pire, qui ne s'autorisent pas à s'écouter à ce niveau-là, en France en tout cas? Alors, je ne pense pas. Je pense d'abord que malgré tout ce qu'on dit, la France est un super pays pour entreprendre. Et je pense que tu as quand même des facilités. Il y a plein de gens qui quittent leur job, qui touchent des aides pour monter une boîte, qui perçoivent des subventions pendant des années, le temps que la boîte décolle. Mais ça, il n'y a que nous qui faisons ça. Aux États-Unis, tu veux monter ta boîte, tu prends ton carton, tu montes ta boîte. Mais paradoxalement, tu as plus d'entrepreneurs aux US, je pense, qu'en France. Alors, tu as aussi des avantages aux US et tu as un mindset surtout qui est différent, qu'on n'a pas forcément en France. Mais je crois que si tu as envie d'entreprendre, en fait, peu importe où tu es, tu y arriveras. Ce que je crois par contre, c'est qu'il ne faut pas faire non plus l'apologie de l'entrepreneuriat systématique. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, que ça peut faire rêver, mais ça peut aussi briser des carrières, voire des vies. Et il faut faire attention à ça parce qu'on a tendance à glorifier l'entrepreneur. À le rendre trop sexy, quoi. En fait, les gars, c'est génial. Moi, je reviendrai jamais en arrière et heureusement que j'ai fait ça. Mais il y a des gens pour qui c'est pas fait. T'as trouvé ta voie aujourd'hui et t'es heureux? Mais clairement. Est-ce que tu l'aurais fait si ta maman avait pas été entrepreneur? Et j'en sais rien. C'est une bonne question que je me pose. Est-ce que je l'aurais fait dans un autre contexte? Est-ce que j'aurais monté une boîte from scratch dans un univers complètement différent? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. J'ai une dernière question. Est-ce que ta mère a encore des parts ou pas? Plus depuis très peu de temps. Est-ce qu'elle a fait une plus-value? Ah bah oui. Est-ce que cette plus-value, c'est peut-être une manière, toi, ou ta plus grande fierté, ou la manière de lui dire merci, ou non? Pas la plus-value, la plus grande fierté, parce que ça donnerait un aspect trop financier à la chose, et il y a bien d'autres choses dans ce qu'on a fait. Non, le truc, je pense, dont elle est contente, et le renvoi d'appareil, c'est plutôt de dire, elle m'a confié un bébé en pas très bonne santé, on l'a ensemble remis en bonne santé,
Et aujourd'hui, il est en pleine vitalité, elle en a récolté les fruits. Et elle regarde ça depuis peu de temps, puisqu'elle est à la retraite. Elle va détester que je dise ça. Mais elle est à la retraite depuis le 1er octobre de cette année. Donc ça fait 20 jours. Énerve pas ta maman. Donc là, je lui fais pas un cadeau en disant ça. Mais elle regarde le truc. Aujourd'hui, elle se dit, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il en fait trop. Il y a un moment, ça va merder. Mais elle a une super bienveillance quand elle regarde le truc. Et je pense qu'elle est contente de ce que je fais, ouais. T'es un peu plus âgé que moi et ça c'est vraiment pour moi que je te pose cette question. Ouais. Bon déjà, est-ce que tu peux être honnête, aujourd'hui t'es quand même riche? Virtuellement. La loi Zuckman, c'est pour ça que tu dis virtuellement. Non. Mais tant que j'ai pas vendu, j'ai pas concrétisé. Ok, mais donc, tu es sur les bons rails? Oui, je suis sur les bons rails, heureusement. Tu as un stress financier au quotidien ou pas? Tu as le peur de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille au quotidien? Ouais, ou je pas? pense que j'ai toujours eu un truc de la peur de manquer. Donc ça me pousse aussi à faire toujours plus et être en mouvement. Mais parfois, c'est compliqué à gérer. En fait, je finis, pardon, mais je vais te dire un truc intéressant, je crois. C'est aussi la tentation de concrétiser. C'est-à-dire que, objectivement, aujourd'hui, je vends mon groupe, je suis à l'abri. Mais c'est une petite mort. Mais c'est une petite mort. Bien sûr. Donc, t'as une sorte de schizophrénie entre te dire, je suis virtuellement riche, mais ça peut s'arrêter demain. Et si ça s'arrête demain, je serais peut-être passé vraiment à côté du train. Et ça m'angoisse. Tu préfères continuer et que le train se crache dans 3 ans, je te le souhaite pas, plutôt que sortir maintenant? Bah aujourd'hui, c'est mon choix. Non, mais je comprends. Ouais. Si on te disait dans 3 ans, ça crache, peut-être que tu penserais différemment. Je t'explique juste ma question. Elle était vraiment tournée sur l'idée que j'ai bien compris, ce que tu cherches n'est pas l'argent, mais je vais aller plus loin. On n'arrête pas d'entendre que l'argent ne doit surtout pas être le but ultime d'un entrepreneur. Et allez, je te parle en tant qu'humain. C'est pas ça la réelle corrélation n'existe pas entre l'argent et le bonheur. J'aimerais comprendre, tu ne crèves pas la dalle tous les jours, pour autant tu as des ambitions. Est-ce que l'argent fait vraiment pas le bonheur? Mais bien sûr que si. Donc c'est faux ce qu'on raconte? Bien sûr que c'est faux. Enfin, moi je suis désolé. Tu parlais de liberté au tout départ. Tu parles de liberté, tu parles de stress, tu parles de bonheur aussi à pouvoir faire des choses cool avec les gens que t'aimes. Enfin, c'est une illusion de penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Après, le toujours plus, c'est mauvais. En fait, moi, j'ai par contre pas besoin d'avoir un bateau, un avion ou je ne sais quoi pour être heureux. Ça, non. J'ai besoin d'avoir des choses confortables dans lesquelles je vis bien avec ceux que j'aime et ça me suffit largement. Mais évidemment que l'argent fait le bonheur. Arrêtons les bullshit. Ça, c'est des bullshit de... Bon, un grand merci, Julien. Ça va, t'as pris du plaisir? Mais grave. C'est 1h et quelques, 1h10 presque. J'ai adoré la discussion avec toi. Bah écoute, un grand merci. On a parlé de plein de choses qui m'intéressent, mais moi je vais terminer avec ça. Je l'ai depuis tout à l'heure. Tu l'as dit, tu as dit que vous faisiez 30 millions, que vous étiez, si on reprend des rêves de foot, dans le ventre mou de la Ligue 1. Ouais. On est au milieu. On n'est pas le PSG, mais on n'est pas non plus relégable. Ouais. Bah, la bonne nouvelle, c'est peut-être le sujet dont j'aurais voulu discuter, je l'ai oublié, mais est-ce que ton ambition c'était de faire une boîte qui vaut vraiment 1 milliard? Est-ce que c'est la valeur boursière qui t'intéressait? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être entrepreneur, te faire un nom, une place, faire 30 millions de CA sans forcément être le leader pour le moment. Tout à fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après, je reviens juste sur le ventre mou de Ligue 1. Parce que si on est tout à fait honnête, on a été dans le ventre mou de Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui... on devient un joueur moyen de Ligue des Champions et que l'objectif, c'est d'être dans le trio de tête. Mais aujourd'hui, on adresse quand même des marchés qui sont quand même des marchés de Ligue des Champions. On ne joue pas que en Ligue des Champions, on joue encore parfois en Ligue 1, mais quand même, la tendance, elle est d'aller en Ligue des Champions. Ouais. Et j'adore parce que tu pourrais te contenter de la Ligue 1 et d'être le meilleur des moyens, mais tu préfères être, entre guillemets, aujourd'hui, je vais pas dire le plus nul, mais le poussé de la Ligue des Champions. Le petit poussé jusqu'à arriver à être le PSG. Allez, faut le dire. Que ça corrobore que l'argent n'est pas le driver. Parce que en vrai de vrai, tu peux être un joueur moyen de Ligue 1 et gagner 10 fois mieux ta vie qu'en étant un petit de Ligue des Champions. Mais tu as un truc d'ego, probablement, d'image et aussi d'aller jouer avec les meilleurs qui fait que moi, j'arrive pas à être un moyen joueur de Ligue 1. Quoi. Ça me saoule. Et ce qui est fou, c'est que ce que tu dis est propre à toi et que moi, j'ai plutôt le même avis, mais on a plein de joueurs de foot qui vont chercher l'argent et pas le prestige des joueurs ou le challenge. Exactement, je suis complètement d'accord. À part les foot. Allez, mais en off. Un grand merci de nous avoir écoutés. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui doutent.
J'aime encore une fois ton histoire parce qu'elle est faite de hasard et d'opportunités, à commencer avec ta maman. Et j'ai envie de terminer là-dessus, mais dédicace à ta maman. Je crois elle t'a légué un bel héritage. Dédicace. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut Yacine, merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.